Ok. Oui, absolument. Le but, c'est de vous présenter un petit peu Gallica Images, dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est un projet industrialisé pour le coup d'intelligence artificielle appliquée à un patrimoine iconographique qui est très large, puisque c'est celui de toutes les collections numérisées de la Bibliothèque nationale de France. Donc pour l'instant, on est encore au début du projet. Mais à terme, il a vocation en fait à traiter toutes les images que on aura numérisées. Donc, le projet, il est né d'un constat assez simple, qui est que on avait assez peu de consultations de nos fonds en profondeur. Il y avait beaucoup de choses que les usagers manquaient. On estime que la consultation ne concernait que 30% de nos fonds. En plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de projets qui ont été faits sur la découvrabilité du texte dans les données patrimoniales, mais il n'y en avait pas encore tellement à l'époque, en 2022, sur le sujet des images. Donc en fait, on n'avait pas vraiment de traitement, on n'avait pas vraiment d'idée sur comment est-ce qu'on va rendre les images qui sont dans les documents de la bibliothèque accessibles au grand public. Et pourtant, en parallèle, on avait de plus en plus de consultations. Donc, de ce constat-là est née l'idée de faire un outil qui permettrait de rendre accessibles les données images des fonds numérisés. Ce n'était pas sans challenge, puisque on a énormément de documents en soute, mais en fait, on s'attend à ce que dans ces documents, il y ait plusieurs dizaines, voire quelquefois centaines de vues, puisque il y a plusieurs pages dans un document. Donc en fait, ça multiplie de façon exponentielle les données qui seraient concernées par ces traitements automatiques. Euh, Pourquoi est-ce que c'est un enjeu important? Parce que à la fois ça peut nourrir la recherche, ces images, mais aussi les gens qui consultent nos collections ont quelquefois un rapport personnel à ces images. Ça peut être des généalogistes qui recherchent leur maison d'enfance, ça peut être des passionnés qui vont nourrir leur passion singulière. Donc en fait, on avait aussi beaucoup de gens différents à servir avec l'outil. Manuellement, évidemment, c'était impossible à faire. Comme je vous ai dit, il y a énormément de vues qui sont anticipées dans les collections. On s'est dit qu'en plus de ce problème de volume, on aurait aussi un problème avec les données qui sont très hétérogènes, puisqu'on a des manuscrits, on a des illustrés, on a des données dans plusieurs langues, des documents dans plusieurs langues, qui appartiennent à différentes timelines. Et on a aussi des critères de classification de nos documents qui ont pu évoluer avec le temps. Donc, on s'attendait à avoir énormément d'hétérogénéité dans les données à traiter. Comme je vous l'ai évoqué un peu plus tôt, on a aussi des cas d'usage qui sont très disparates, du scientifique au chercheur, en passant par l'étudiant, en passant par même un enfant qui voudrait faire un exposé sur les animaux ou sur un sujet particulier. Donc, pour servir à la fois à ces éléments très précis et être exhaustif, c'était une gageure. Et ensuite, on avait la problématique de ne pas avoir d'antériorité, puisque c'est le premier projet d'IA de cette ampleur à la bibliothèque qui allait être industrialisé. Et on avait finalement assez peu de ressources, même RH, à allouer au projet. Donc, par exemple, annoter des données en très gros volume, c'était pas forcément envisageable. Donc, qu'est-ce que on a décidé de faire? On a décidé de demander enfin, de passer à un marché et de demander à ce que les fonds de Gallica iconographiques, donc les images, soient accessibles via des technologies de segmentation, donc qu'on aille savoir où est l'image dans le texte, qu'on récupère ses coordonnées et qu'ensuite elle soit enrichie avec des mots-clés, des catégories techniques, des couleurs, etc, mais aussi avec les éléments qui sont déjà dans l'OAI de l'image. Donc il fallait à la fois qu'on ait de l'enrichissement extérieur et à la fois qu'on utilise les métadonnées qui étaient déjà disponibles. Donc qu'est-ce que ça nous donne maintenant? Ça nous donne un outil qui est capable de faire des bounding box autour de l'image, d'en extraire aussi les éléments principaux.
On applique une couche d'OCR également. Enfin, on est en pleine réflexion sur comment est-ce que on crée des bundles en fait de traitements. Euh, et tout ça, ça doit nous donner ensuite une base de données enrichie qui sera disponible auprès de l'usager. Donc, on a trouvé plusieurs solutions à ces challenges. Euh, le premier pour traiter le fait que ce soit des données très hétérogènes, ben, on a mis en place des fois des heuristiques. Donc ça veut dire qu'on sait que sur certains fonds, on va avoir certaines règles qui seront appliquées. Et ça nous permet d'éviter de passer des traitements sur des volumes énormes. Et ça nous permet aussi de cibler certains types de documents. Par exemple, là, on commence la deuxième tranche sur les monographies. Bah, les monographies, elles ont des tonnes de caractéristiques propres qui font que bah, on va devoir créer certaines heuristiques, penser une nouvelle stratégie de données, etc. En fonction des problématiques très très propres de ces données patrimoniales différentes. Donc on a plusieurs tranches dont je parlerai plus tard. Pour les cas d'usage qui étaient très disparates, la solution qu'on a trouvée, c'est de faire des études UX assez approfondies, notamment avec la BNUS, qui est là, je crois, aujourd'hui, et qui est un de nos partenaires principaux avec l'INHA, sur le sujet du projet. Et donc, en faisant ça, on sait mieux qui sont nos utilisateurs, quels besoins ils ont et comment est-ce qu'on peut au mieux les servir. Pour l'absence d'antériorité, on s'est basé plutôt sur le fait de mettre une gouvernance projet où on a quelques personnes très choisies dans l'institution qui suivent le projet de très près et qui sont capables de répondre très vite et de faire des arbitrages très vite au niveau de l'outil. Et ensuite, le fait qu'on avait très peu de force de frappe en annotation a fait qu'on a plutôt choisi des embeddings. Mais ça, je pense qu'on est tous sur le constat que ça marche beaucoup mieux que les labels avec ces gros corpus d'images. Pour faire un petit point sur l'UX, c'était aussi important que l'UX design et l'UI design soient part du projet dès le début. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un moteur extrêmement puissant si il n'est pas adapté à son usage. En fait, les personnes ne vont pas l'utiliser. Et très souvent, on va pas se mentir, c'est un peu un angle mort à la fois des institutions publiques, à la fois des bibliothèques et à la fois des projets d'IA. Donc l'idée, c'était vraiment que l'outil qui soit développé, il soit au mieux adapté à son utilisateur, qu'il ait une interface qui soit engageante et qu'il soit très très vite utilisable à la fois par le corps scientifique, qui a des attentes, vous le savez, très élevées, et à la fois par le public qui, lui, a besoin qu'on lui propose des choses un peu innovantes, un peu sympas en termes d'interface. Donc, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est toutes les étapes qui ont été faites dans le cadre des recherches UX. Et en faisant ces recherches, ben, on s'est rendu compte que on avait déjà un utilisateur type sur Gallica, mais que évidemment on avait un go-to-market énorme avec une volonté de d'élargir au maximum et d'emporter le plus de gens avec nous. Donc ça a donné pour l'instant ce genre de maquette visuelle, mais ça c'est encore un peu en réflexion. Donc, que va pouvoir faire l'outil et qu'est-ce qu'il est déjà en mesure de faire? Puisque là, en fait, on a fait tourner les pipelines sur un petit stock d'images qui a déjà donné de bons résultats. La première fonctionnalité, ça va être une recherche par similarité. Donc, vous pouvez uploader votre propre image et retrouver les images correspondantes. On a aussi une recherche par langage naturel qui est possible. Donc, avec les embeddings, c'est souvent la même chose. Plus vous donnez de contexte, plus le retour va être bon, ce qui est le cas. Une recherche évidemment par mots-clés, qui est un petit peu la base des recherches images. Et enfin, la possibilité d'identifier toutes les illustrations au sein d'un document. Euh, on s'est appuyé sur des frameworks qui étaient déjà disponibles à la bibliothèque. Et là, on est en train de réfléchir avec l'INHA et la BNUS au format d'export de données à terme. Je rentre pas trop dans le détail technique, mais a priori, là, vous avez un petit peu une idée de l'architecture. Donc, on a le service de segmentation qui s'appuie plutôt sur du YOLO V8. On applique aussi une couche d'OCR qui permet de donner du contexte à l'image qui lui est sur
Bon, je vais pas vous redire à chaque fois tous les, tous les modèles d'IA qu'on utilise, mais c'est assez classique. Euh, et ensuite, on a du Siglip pour les embeddings, ce qui a beaucoup d'avantages et qui a aussi des inconvénients. Les retours en anglais, par exemple, sont très très bons. Donc ça, on l'a un peu fine-tuné et on le fine-tunera aussi un petit peu à terme. Et ensuite, pour l'architecture interne, on s'est basé sur des choses assez classiques. Pareil sur les modules de synchronisation. Je passe un petit peu vite pour qu'on gagne du temps sur la suite. Donc pour l'instant, ce qu'on a déjà traité, c'est le low image. Donc là, on a des résultats qui sont plutôt pertinents. On est en train de faire ce qu'on appelle la tranche optionnelle 1 sur les monographies. Donc là, l'idée, c'est de tester en fait la résistance sur des très 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 grands volumes d'images, des grands volumes de documents. Ce sera le premier challenge. Le second challenge, ce sera de traiter les périodiques qui, eux, ben, vous le savez quand vous êtes expert de l'OCR, mais ont également des enjeux un peu particuliers en termes d'anomalies, etc., ou même de mise en qualité des données. Donc là, il y aura un second challenge. Les manuscrits, de la même façon, on n'a pas vraiment d'HTR qui est développé. Donc là aussi, ça posera un souci supplémentaire, mais en fait, on a une idée d'incrémentation des défis. Donc, on part du plus simple, entre guillemets, les images, et puis ensuite, on teste, on réitère. Et enfin, on finira par des documents qui sont très spécifiques, les partitions, les objets, les cartes d'architectes, etc., pour vraiment avoir un outil qui est le plus possible fine-tuné et pertinent. Pour l'instant, on a fini la tranche ferme. On est en train de tester sur les monographies et on s'attend à avoir un outil qui soit tout à fait qui tienne debout sur toutes les specs qu'on a demandé en 2027. Mais avant ça, on ouvre l'outil à l'utilisation, à des utilisations un peu spécifiques puisque l'API est déjà disponible pour des projets de recherche qui auraient un besoin d'utiliser les fonds iconographiques qu'on a en soute. Et on a déjà plusieurs projets de recherche qui sont intéressés et qui ont pu utiliser l'image dans leur propre pratique, sachant que plus on va avancer dans le temps, plus il y aura de documents sur la plateforme et donc plus ce sera utile pour les différents projets. Donc en conclusion, qu'est-ce on a? On va avoir du coup des modèles et on a déjà en fait des modèles capables d'identifier les images et d'en extraire des informations afférentes de façon extrêmement contextualisée. Ensuite, on aura une base de données globale qui sera nourrie par ces modèles et qui recensera en fait toutes ces images et leurs informations. L'application, ce sera l'enveloppe qui permettra d'y avoir accès et une API qui permettra aussi de faire des exports en bloc ou de l'intégrer dans d'autres projets. Et une chose qui est importante, c'est qu'on a demandé qu'il y ait aussi une capacité de faire évoluer l'outil sur le long terme. L'idée, c'est que, ben, vous le savez tous, les modèles évoluent beaucoup. Donc, on veut à la fois que les outils soient sur nos plateformes propres, sur nos serveurs, qu'on ait la main sur le fait de les faire évoluer, et que, ils soient conçus pour pouvoir incrémenter de nouvelles innovations dans le domaine des IA, ou des modèles, on va dire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez des projets qui pourraient s'appuyer sur ce type d'outils, on est très ouvert là à avoir certains aspects, certains accès un peu ciblés sur le projet.